Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de recensement des légumes de Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Alexia Michou et je suis chargée de mission démarche alimentaire de territoire à Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Louise Carré qui a mené cette étude sur le recensement des légumes en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Louise. Bonjour. Et de Fanny Leyson qui a été chargée de mission démarche alimentaire de territoire jusqu'à hier et qui a été la tutrice de Louise durant son stage. Euh, donc, je vais présenter brièvement Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre structure. Donc, on a un centre de ressources sur le développement local et territorial à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes cofinancés et copilotés par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine. Nous œuvrons dans le cadre de deux principales politiques, que sont la politique de la ville et la contractualisation entre les territoires de contractualisation et la région. Et nous intervenons sur 5 thématiques prioritaires que sont les démarches pour l'emploi, la politique de la ville, l'inclusion numérique, la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs et les démarches alimentaires de territoire, dans lequel se déroule cette étude qui a été commandée donc par l'État et la région, dans l'optique en fait de mieux connaître cet outil que sont les légumeries qui émergent de plus en plus à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, qui ont un modèle économique particulièrement fragile. Donc l'optique de cette étude, c'était de voilà déjà les repérer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et de voir comment elles fonctionnaient. Donc ce webinaire va s'organiser en plusieurs parties. D'abord, il y aura Louise Carré qui va nous restituer les analyses de son étude. Euh, Ensuite, nous aurons l'intervention de deux porteurs, enfin de deux représentants de légumerie, Isabelle Bard et Stéphane Omer. Et à la fin, vous pourrez poser vos questions. On aura un échange avec la salle et une réaction des commanditaires de l'étude, donc de l'État et de la région. Et je passe tout de suite la parole à Louise. Merci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter les résultats de mon étude sur le recensement des légumeries en Nouvelle-Aquitaine, donc, que j'ai réalisé à PQNA durant 5 mois et demi, donc du début du mois d'avril jusqu'à mi-septembre. L'objectif de ce stage était de répertorier les légumeries en Nouvelle-Aquitaine et de construire une analyse transversale permettant d'identifier la diversité des modalités de fonctionnement, la création de valeur et d'emploi, leur rayonnement ainsi que les opportunités de mutualisation. Pour ce stage, j'avais plusieurs livrables à réaliser. Tout d'abord, une base de données des légumeries recensées en Nouvelle-Aquitaine avec une cartographie de ces légumeries afin de mieux repérer où elles se situent sur le territoire de la région. Puis, de réaliser une dizaine de fiches identité des légumeries remarquables pour préciser leur fonctionnement et leur modalité de réalisation. Et ces livrables sont accompagnés d'une synthèse de l'étude et des résultats de cette analyse. Concernant la méthodologie mobilisée pour ce travail, donc j'ai tout d'abord réalisé une base de données qui recensait toutes ces légumeries. Donc sur la base de l'identification des structures par des données collectées par différents partenaires de PQNA, notamment la DATAR, la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAP, l'INEI, la CRES, le SCRIZET, les lauréats de l'AMI Innovation Sociale et ESS, ainsi qu'un travail d'interview sur les outils de transformation de quatrième et cinquième gamme. Donc après ce recensement, je suis partie faire un travail d'enquête, notamment par questionnaire auprès des légumeries recensées, afin d'obtenir des données quantitatives sur leurs caractéristiques de fonctionnement et de repérer les différentes structures de légumerie. À la suite de ce questionnaire, j'ai réalisé une enquête par entretien auprès d'une dizaine de légumeries pour préciser les réponses du questionnaire et mieux comprendre le fonctionnement de ces établissements et de saisir les enjeux pour rendre pérenne cette activité. J'ai également réalisé des entretiens auprès des chargés de mission de PAT sur les territoires associés pour comprendre le contexte alimentaire local et les liens qui peuvent exister entre légumeries et collectivités. En parallèle de cette enquête de terrain, j'ai réalisé une analyse spatiale qui est la cartographie des légumeries pour mieux visualiser la répartition de ces structures en activité et en projet sur la région Nouvelle-Aquitaine.
Donc, voilà ici le tableau assez réduit de la base de données. Donc, il n'y a pas toutes les informations qui sont disponibles après, mais c'est plus pour les dénombrer. Donc, on peut voir que c'est surtout en Gironde et dans les Landes qu'il y a le plus de légumeries. Donc, avec 5 légumeries en activité et 3 en projet. Et ensuite, c'est assez diversifié, mis à part dans la Creuse où j'ai repéré aucun projet ni légumerie en activité. Donc, ces légumeries sont représentées sur cette carte. Elle sera aussi disponible dans les livrables. J'ai repéré 3 informations très importantes sur cette cartographie. Donc, tout d'abord, un nombre important de légumeries autour de la métropole de Bordeaux. Donc ça, je l'explique par le nombre important de débouchés possibles dans ce secteur. Mais cependant, étant un territoire plutôt urbain, il y a très peu de production maraîchère sur ce territoire et donc il faut s'approvisionner un peu plus loin. Donc la seconde information, c'est le nombre assez important aussi de légumeries dans les Landes. Donc ça peut s'expliquer notamment par un bassin de production situé dans le département et notamment avec la production de carottes des Landes qui est l'un des légumes phares proposés par les légumeries, notamment destinés à la restauration collective. Et la troisième information, c'est donc comme j'ai dit tout à l'heure, la non-existence de légumerie dans le département de la Creuse. Donc pour ça, j'ai deux hypothèses. La première, le fait que le département soit limitrophe à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la région Centre-Val de Loire. Mon inventaire se limitant aux limites régionales, peut-être qu'il y a des légumeries présentes pas très loin de la frontière du département de la Creuse dans ces deux régions et donc n'apparaissent pas sur cette carte. La seconde hypothèse est que le territoire de la Creuse n'est pas un territoire de production maraîchère et il est plutôt destiné, il est plutôt, l'activité prédominante agricole est plutôt l'élevage de bovins, notamment pour la viande. Et aussi, c'est un territoire plutôt peu dense, ce qui n'est pas forcément le meilleur, le meilleur, comment dire, c'est forcément la meilleure formalité pour installer une légumerie dans le département. Donc, nous avons ici les 8 légumeries rencontrées. Donc, la Capac en Charente, la légumerie, enfin, l'entreprise Clémence et Antonin dans la Vienne, le projet COSI de la MJC de Claude Nougaro dans la Vienne également, l'entreprise GP Caldier en Gironde, l'entreprise Légumes Pro dans les Pyrénées-Atlantiques, la légumerie du Grand Verger Aquin en Dordogne, la légumerie de Magellan à l'État de Pessac en Gironde et l'association Questions de Culture en Dordogne. Donc, vous pouvez retrouver dans les livrables également toutes les fiches d'identité de ces 8 légumeries. Donc, je vais continuer cette présentation donc, avec l'analyse des résultats du questionnaire. Donc, elle va s'orienter avec l'analyse de l'impact de la gouvernance, du modèle économique, du mode de fonctionnement et de la logistique sur la performance économique, sociale et environnementale des légumeries. En effet, les critères sociaux et environnementaux ne sont pas l'entrée par laquelle les entreprises présentent généralement leur performance, mais certaines données sont très importantes et il permet d'avoir une vision plus globale de l'entreprise. Donc, sur ce premier graphique, cela représente la situation économique des différentes légumeries ayant répondu au questionnaire. Donc, sur les 9 légumeries ayant répondu, une est en bénéfice, 4 sont à l'équilibre et 2 en déficit, sachant que sur les 2 en déficit, l'une a ouvert en 2017 et l'autre a ouvert en 2021. Donc, ce qui fait qu'elles ont été fortement impactées par le Covid et donc la fermeture de nombreux établissements faisant partie de leurs débouchés notamment. Donc, pour commencer cette analyse, je vais parler de la gouvernance des légumeries. Donc sur le premier graphique, ce sont les 23 légumeries, les formes juridiques des 23 légumeries recensées dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, on passera à l'analyse seulement des 9 légumeries ayant répondu au questionnaire. Donc sur ce premier graphique, on peut voir qu'il y a une majorité d'entreprises de type privé standard, comme les SAS par exemple.
donc qui sont majoritairement représentés. Cependant, il y a aussi d'autres formes plutôt de type coopératif qui sont représentées également. Donc, des coopérations entre différents acteurs comme les SEM ou bien avec des acteurs d'un même milieu comme les CUMA, donc la coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc, la forme juridique des légumeries n'impacte pas forcément la performance économique de l'établissement. Cependant, ça peut avoir des conséquences sur, par exemple, la performance sociale avec la forme que peuvent prendre ces légumeries, notamment sur la gouvernance et donc la manière de prendre les décisions. Donc justement, sur ce côté-là, donc, il y a le second graphique qui montre l'implication ou non des salariés dans les prises de décision stratégiques. Donc on peut voir que si les légumeries ne prennent pas en compte les salariés dans ces décisions, cependant, ça ne veut pas dire que les décisions sont prises par une seule personne. Dans certains modèles juridiques, les décisions peuvent être prises, par exemple, en assemblée générale où les votes, où les décisions sont votées par les différents membres. Donc cela, ça peut impacter la performance sociale de la légumerie. Ensuite, sur le modèle économique, ce premier graphique représente l'hybridation ou non de l'activité de la légumerie. Donc, on peut voir que 4 légumeries hybrident leur modèle et que 4 ont seulement l'activité légumerie. Donc, par exemple, Légumes Pro fait seulement de la transformation de légumes en quatrième gamme. Et il y a deux autres types d'hybridation possibles. Donc, les entreprises avec d'autres activités alimentaires, comme l'entreprise Clémence et Antonin, qui réalise du portage de repas à domicile et bientôt la livraison de légumes transformés en quatrième gamme. Et il y a également les structures qui ont d'autres activités mixtes, donc comme la d'APX 33 avec la légumerie de Magellan, qui a également au sein de son ESAT une activité de blanchisserie, d'entretien d'espaces verts, de restauration et de conditionnement, par exemple. Donc, ces hybridations, elles permettent de diversifier les sources de revenus dans l'objectif de rendre le modèle économique plus robuste. Cependant, ça ne veut pas dire que la stratégie de mener une activité unique ne fonctionne pas puisque Légumes Pro pratique seulement la légumerie et a une situation économique stable. Donc, à la suite de ces premiers graphiques, on peut observer aussi la diversité des gammes proposées par les légumeries. Donc, forcément, toutes les légumeries présentent de la quatrième gamme, puisque c'est par cela qu'on a quand même défini les légumeries. Donc, le fait de proposer des légumes prêts à l'emploi, conditionnés généralement sous vide. Donc, toutes les légumeries proposent cette gamme à l'avance. Et ensuite, les gammes peuvent être diversifiées. Donc, notamment avec la première gamme qui est le brut ou bien le frais élaboré. Et la seconde gamme qui concerne les conserves. Donc la diversité des gammes permet aussi d'avoir plus d'opportunités de vente pour ces établissements. Ensuite, on peut voir sur le modèle économique des légumeries également deux autres types d'activités qui concernent la légumerie, mais qui sont la mise à disposition de l'outil pour d'autres utilisateurs ou bien la proposition de services de prestation. Donc, ces deux modèles rapportent des revenus supplémentaires à l'établissement. Cependant, l'un est plus compliqué que l'autre. C'est pour ça que la mise à disposition de la légumerie pour d'autres utilisateurs est moins répandue. Puisque pour cela, il faut que les entreprises qui viennent utiliser la légumerie possèdent également un agrément sanitaire pour pouvoir utiliser la légumerie. Alors que pour le service de prestation, c'est la légumerie propriétaire qui transforme pour le compte d'autres les légumes. Donc, je vais tout de suite passer à l'utilisation de la capacité de la légumerie, donc, qui est représentée sur ce graphique. Donc, on pourrait penser qu'une utilisation moins importante de l'outil serait corrélée à une activité déficitaire. Cependant, c'est plutôt l'efficacité par rapport au temps passé sur l'outil qui détermine le tonnage et donc la rentabilité de l'utilisation de l'outil légumerie. Donc, par exemple,
la légumerie Clémence et Antonin, donc qui n'a pas encore commencé son activité de vente de quatrième gamme, mais qui utilise sa légumerie pour produire pour sa cuisine personnelle, donc ses propres besoins, transforme aujourd'hui environ 400 tonnes de légumes par an et utilise ces légumeries à 20% de sa capacité maximale et a un modèle économique à l'équilibre. Donc aussi, la légumerie de Magellan, elle utilise entre 40 et 60% de la capacité maximale de son outil et transforme 60 tonnes de légumes par an, pardon, et une activité déficitaire. Donc cette différence peut s'expliquer par la ligne de production qui peut fonctionner différemment et notamment par son automatisation ou non. Mais il faut aussi noter que la légumerie de Magellan fonctionne avec un ESAT et donc du personnel handicapé, ce qui impacte la performance peut-être de rentabilité, mais qui crée une valeur ajoutée sociale plus importante puisqu'elle emploie des travailleurs handicapés. Donc c'est un fonctionnement différent des autres entreprises. Aussi, on peut remarquer que dans certains cas, l'utilisation de la capacité maximale de l'outil permet d'avoir une activité à l'équilibre, voire en bénéfice, puisque la légumerie Légumes Pro à la once consomme 350 tonnes de légumes par an et utilise 100% de la capacité de son outil légumerie. Et la situation économique est à l'équilibre, voire même légèrement excédentaire. Donc, si on prend ce graphique dans sa globalité, on peut voir que beaucoup de légumeries peinent à utiliser la capacité maximale de leurs outils. Donc, j'ai plusieurs hypothèses pour ça. Donc, peut-être la diminution de l'activité légumerie durant la période estivale, puisque ça correspond à la fermeture de la restauration collective scolaire, qui, nous verrons, est une des débouchés assez importantes pour les légumeries. Aussi, le manque de main-d'œuvre mais qui est signifié par certains établissements et donc qui ne permet pas d'exercer l'activité à son maximum. Et aussi peut-être le fait que la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas une région où la production maraîchère est très, très importante. Donc, il y a certains bassins de production, notamment dans le sud Gironde, dans les Landes et dans le Lot-et-Garonne, mais on n'en trouve pas partout et donc peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'approvisionnement pour fournir la totalité des légumeries, d'autant plus que la production maraîchère sur la région n'est pas destinée qu'à la consommation sur le territoire, elle peut aussi être exportée dans les autres régions de France ou à l'étranger. Donc, on va procéder à un premier temps de discussion si certains ont des questions. Donc, pour revenir sur les points de cette première partie, donc on peut observer différentes formes juridiques pour les entreprises, enfin pour les structures de légumerie, donc avec des entreprises dites classiques et certaines formes de coopération. On retient aussi qu'il y a plusieurs types d'activités, donc une activité unique, une activité avec hybride avec d'autres activités alimentaires ou bien des activités mixtes, donc comme j'ai pu le présenter précédemment. On remarque aussi une diversité des gammes pour certains établissements, la mise à disposition de l'outil légumerie et la prestation de services auprès de tiers, et également l'utilisation de la capacité maximale de l'outil qui est peu atteinte par les établissements légumiers. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou dans le Il y chat. a, oui, Caroline Gill qui a posé la question, connaissez-vous le type de légumes transformés dans les légumeries bio et conventionnelles et à provenance? Oui, alors on va parler de l'approvisionnement par la suite et également des types d'outils, des types de légumes transformés. Donc, ce sera notamment précisé dans les fiches d'identité des légumeries rencontrées. En vrai, c'est assez varié, ça dépend des légumeries, ça dépend de la gamme proposée, mais on retrouve quand même une diversité assez importante de légumes transformés. Il y avait une autre question sur les types de prestations de services par Clémence Baptiste. Oui, alors c'est plutôt du travail à foison, c'est-à-dire que les personnes apportent leurs légumes, la légumerie donc les transforme en quatrième gamme, c'est-à-dire lave, épluche et découpe les légumes, puis les mettent généralement sous vide. Et ce sont ensuite les clients qui récupèrent leur, euh, leur commande et qui s'occupent des débouchés. Et une question de Eric, alors je vois le nom de famille, mais le budget moyen d'investissement de légumerie. Alors ça, je ne pourrais pas préciser, ça me dépend.
Ce sont des investissements quand même très importants et c'est pour ça qu'il existe des aides, notamment de la région. Mais j'ai pas ce chiffre précis en tête. Ok. Euh, alors, il y a pas mal de questions qui arrivent. Peut-être qu'on poursuit et on prendra toutes les questions à la fin. D'accord. Euh, Pas de Comme ça, problème. voilà. Parce que je vois des questions qui vont être répondues par la suite, Ok, en ben on fait, pourra de la faire présentation. une période d'échange à la fin de la présentation au besoin. Donc, je vais tout de suite passer à la suite de cette présentation, donc avec les modalités de fonctionnement des légumeries. Donc, ce premier graphique représente le nombre de fournisseurs auprès desquels les légumeries s'approvisionnent. Donc, un nombre plus important de fournisseurs peut permettre à des producteurs avec des petits volumes de tout de même fournir les légumeries, puisque le fait d'en avoir plusieurs avec le même type de production permet de rassembler les volumes et donc de les transformer dans les légumeries. Aussi, un nombre important de producteurs permet de s'appuyer sur d'autres s'il y a un arrêt de la production ou un problème de production pour l'un d'entre eux. Cependant, si on travaille avec des producteurs en local ou ultra local, on peut se retrouver avec un problème qui a atteint enfin, une grande partie des producteurs, notamment lié à une intempérie météorologique. Aussi, donc, se reposer sur un grossiste peut permettre la sûreté de l'approvisionnement. En revanche, il peut être moins performant au niveau social et environnemental que les producteurs et les groupements de producteurs, puisque avec eux, des liens plus importants se créent et donc une sorte de filière est créée sur les différents territoires. Mais il existe des alternatives pardon, telles que Manger Bio Périgord, donc qui est une plateforme nationale qui a des échelons plus locaux, donc notamment Manger Bio Périgord. C'est un groupement de producteurs bio qui rassemble les volumes et qui notamment approvisionne la légumerie du Grand Bergeracois. Ensuite, on peut parler des contrats qui sont passés entre fournisseurs et légumerie et clients. Donc, ce sont les deux graphiques que vous pouvez retrouver ici. Donc, les contrats permettraient une sûreté économique, mais on peut voir sur ces deux graphiques que c'est pas forcément le cas, en tout cas pour les légumeries ayant répondu au questionnaire, puisque enfin, seulement 3 légumeries ont passé des contrats pluriannuels avec les fournisseurs et 2 avec les clients. Cependant, concernant les producteurs, il y a plutôt des contrats officieux, des contrats oraux qui sont passés entre eux, plutôt de confiance, puisqu'à bout d'un certain temps, en travaillant ensemble, voilà, il s'installe une relation et donc un échange régulier. Avec les clients, donc, il n'y a pas beaucoup de contrats pluriannuels qui sont passés, même si les différentes légumeries rencontrées aimeraient pouvoir se rapprocher d'une planification au moins annuelle des commandes, puisque pour l'instant, généralement, les commandes se font à J-15 ou J-7, donc auprès des légumeries. Cependant, certaines légumeries, telles que Légumes Pro, s'appuient sur les commandes passées les années précédentes pour essayer de déterminer le volume approximatif de légumes qu'ils vont pouvoir enfin, vendre par mois. Je reviendrai par la suite sur les types de circuits utilisés pour l'approvisionnement ainsi que les lieux d'approvisionnement des légumeries. Pour le moment, je vais plutôt vous parler des débouchés auxquels les légumeries vendent la production. Donc, on peut voir sur ce graphique que la majorité des légumeries ont pour déboucher la restauration collective et notamment la restauration collective scolaire. Ce qui peut rendre le modèle économique un peu plus fragile peut-être, car il y a une période donc, estivale importante de fermeture de ces établissements et aussi les différentes périodes de vacances scolaires durant l'année. Cependant, certaines légumeries trouvent d'autres débouchés pour ces périodes, notamment Légumes Pro, qui pendant l'été commercialise des frites auprès des restaurants commerciaux. Ou alors la légumerie Capac, donc près de Cognac, qui fournit des événements, par exemple des festivals durant cette période aussi.
Donc, le fait d'avoir dans les débouchés, comme vous pouvez voir sur ce graphique, des hôpitaux ou bien des établissements médico-sociaux comme les EHPAD peut être avantageux puisque ces établissements ont besoin d'un approvisionnement toute l'année et tous les jours. Aussi, la restauration collective, enfin, le fait que les débouchés principaux soient de la restauration collective, ça peut s'expliquer par le fait d'écouler de plus gros volumes dans une seule livraison par rapport à la restauration commerciale classique, par exemple. Et après, il y a un peu un effet différent puisque la restauration collective n'a pas forcément de gros budget pour l'approvisionnement de leur cuisine. Et donc, les légumeries sont peut-être un peu plus chères parfois que certains autres types d'approvisionnement. Cependant, ça permet pour eux de répondre aux critères de la loi Egalim donc concernant l'approvisionnement en bio et en produits sains et de qualité. Je voulais aussi attirer votre attention sur le chiffre qui représente les entreprises de la restauration collective, donc le deuxième sur ce graphique. Puisque pour moi, il n'est pas forcément fiable. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la modalité, puisque pour moi, les entreprises de la restauration collective représentent des établissements qui produisent des repas pour la restauration collective, donc du type de Sodexo ou Convivio, par exemple. Et je pense que les répondants à l'enquête ont plutôt compris que ce sont les établissements qui proposent, qui font de la restauration collective. Donc voilà, je n'ai pas repéré forcément dans les entretiens ce type de débouché à chaque fois. Donc le fait que 6 personnes aient répondu à cette modalité me semble un peu trop important. Donc je vais tout de suite passer au volet logistique de cette analyse. Donc, qui s'est révélé être quelque chose d'assez important durant les entretiens, puisque tout le monde a parlé plutôt spontanément. Donc, tout d'abord, les types de circuits par lesquels les légumeries s'approvisionnent. Donc, bien sûr, chaque légumerie peut avoir plusieurs types de circuits d'approvisionnement. C'est pour ça que la totalité du graphique ici est supérieure à 9. Donc, si 7 légumeries s'approvisionnent en circuit court, 6 en circuit direct et 2 en circuit long. Donc, seulement 2 passent en circuit long, donc on vient de vous le préciser. Donc, sur le modèle économique, le type de circuit n'impacte pas forcément la légumerie, mais c'est plutôt un problème caché puisque ça peut pénaliser des petits producteurs pour qui la logistique représente un coût trop important pour approvisionner ce type de légumerie et donc les légumeries doivent se tourner vers d'autres circuits d'approvisionnement. Pour la plupart des légumeries, ce sont les fournisseurs qui sont à la charge de la logistique. Ce sont eux qui viennent livrer eux-mêmes la légumerie. Le fait de passer directement par le producteur ou par un groupement de producteurs, ça permet de développer la performance sociale de l'entreprise, puisque, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, ça permet de tisser un lien entre producteurs et légumerie, puis par la suite entre légumerie et débouchés, qui participent à la mise en place d'une filière sur les territoires. Avec le second graphique, donc cela représente les principaux périmètres d'approvisionnement des légumeries. Donc, on peut constater qu'il est plutôt difficile d'avoir un approvisionnement en ultra local, puisque 5 légumeries sur 9 répondent au questionnaire s'approvisionnent à plus de 50 km. Cependant, il n'y a pas de définition officielle du local. Donc, pour certains, c'est un périmètre de 50 km autour de la légumerie. Pour d'autres, c'est plutôt 100. Ou encore, ça peut être la limite départementale ou bien la limite départementale et des départements voisins. Donc, tout dépend de la perception du local que l'on a. Aussi, j'attire votre attention donc, sur le plus de 50 km, puisque ça peut correspondre autant à un approvisionnement dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans les autres régions de France ou bien à l'étranger. On n'a pas forcément cette précision, mais voilà, il faut savoir que cette modalité prend en compte ces trois particularités. Aussi, donc, dans le côté plutôt logistique, on peut se tourner regarder le graphique sur les périmètres des débouchés.
Donc, pour information, quasiment toutes les légumeries ont une logistique aval plutôt similaire. Ils réalisent eux-mêmes la livraison des commandes par des camions réfrigérés, donc comme on peut le voir ici sur les photos. Donc, les modèles de livraison sont assez compliqués puisqu'ils ont besoin de créer leur propre circuit de livraison. Parfois, les clients sont très près, enfin, se trouvent très près des légumeries et donc viennent eux-mêmes chercher leurs commandes, mais la plupart du temps, ce sont les légumeries qui réalisent ces livraisons. Donc, la logistique, c'est un point très important pour la performance économique et environnementale, puisque ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps de livrer tous les clients. Même si les circuits de livraison sont forcément organisés au mieux, il faut quand même parcourir beaucoup de kilomètres. Donc sur ce côté-là, on peut prendre l'exemple de l'entreprise Clémence et Antonin, donc, qui va commencer son activité de vente de produits de quatrième gamme d'ici octobre. Et ils vont intégrer les livraisons des légumes dans les circuits de portage de repas à domicile, ce qui évitera, en tout cas pour le début, de mettre de nouveaux camions sur la route, puisque ces camions consomment quand même beaucoup et le fait de faire voyager un camion à vide réduit la performance environnementale des établissements. Donc cette question de logistique, elle est revenue à beaucoup de reprises durant mes entretiens. J'ai pas forcément toutes les réponses, enfin tous les problèmes relevés par ces légumeries, mais chacun a des problèmes différents et trouve pas forcément les solutions. Donc notamment pour certaines, c'est le fait de devoir faire les livraisons donc le matin pour avoir fait les livraisons pour le midi pour tous les établissements clients, ce qui fait que les salariés, enfin les employés doivent commencer l'activité très tôt le matin. Aussi, mobiliser un chauffeur peut parfois peut-être impacter la production puisqu'il peut avoir deux rôles dans la légumerie. Donc tous disent avoir des problèmes, enfin oui, quelques problèmes pour la logistique, mais finalement très peu m'ont donné la précision que du coup de la logistique sur le produit final des sur la production finale de la légumerie. Donc pour passer au volet plutôt environnemental, donc chaque légumerie réalise des actions différentes pour améliorer sa performance environnementale. J'en ai relevé quelques-unes ici. Par exemple, la transformation de légumes bio et la saisonnalité des produits. Donc, il y a d'autres légumeries que Question de Culture qui a cette action, mais j'ai pris un exemple ici. Le fait de transformer des légumes bio apporte une valeur environnementale plus importante et aussi de suivre la saisonnalité des légumes. Aussi, le périmètre d'approvisionnement et le débouché peuvent être un des aspects du volet environnemental, puisque travailler en local permet de réduire les déplacements, notamment. Donc, c'est ce qu'a choisi la légumerie Clémence et Antonin. Cette entreprise a aussi une utilisation contrôlée de l'eau, puisqu'elle fonctionne sur une ligne, et donc il n'y a pas un gaspillage d'eau important, même si pour la plupart des légumes rencontrés, elles m'ont précisé qu'elles ne percevaient pas forcément une, euh, une augmentation de l'utilisation de l'eau dans leurs établissements liée à l'activité légumière. On peut aussi repérer une consommation d'électricité donc plutôt contrôlée. Donc, par exemple, la légumerie de la CAB a notamment installé des panneaux solaires sur les toits et elle utilise également la chaleur induite par les chambres froides pour chauffer l'eau nécessaire aux sanitaires de la légumerie. La légumerie du Grand Juraquois a également choisi des chambres froides à l'impact écologique limité, donc qui, euh, qui fonctionnent au dioxyde de carbone, qui sont moins polluants que les fluides dans les chambres froides plus classiques. Et par exemple, pour la légumerie de Magellan à Pessac, ils utilisent des produits d'entretien non chimiques aussi pour limiter l'impact écologique de leur activité. Donc, je vais passer plutôt à un côté préconisation
suite à cette analyse. Donc, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas un modèle idéal pour une légumerie. Il y a plusieurs actions qui sont intéressantes dans chacun des modèles. Et d'autant plus que ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Cependant, j'ai pu relever quelques points. Donc, tout d'abord, il faut repérer les besoins de la restauration collective, qui sont les principaux débouchés des légumeries, des producteurs et des acteurs concernés. Donc pour les producteurs, il faut trouver des producteurs qui sont prêts à travailler avec les légumes, puisque pour des producteurs déjà installés, ils ont probablement déjà leurs débouchés qui sont en fonctionnement, et donc il faut qu'ils soient prêts soit à produire plus pour approvisionner la légumerie, ou bien à changer leurs débouchés. Il faut également vérifier que la production maraîchère est suffisante pour approvisionner la légumerie, puisque comme on a pu le constater, la région de Nouvelle-Aquitaine n'est pas forcément une région où la production maraîchère est très importante. Et avec le nombre d'outils déjà présents sur le territoire et le nombre de projets en cours, voilà, il faut s'assurer que la production est suffisante, et notamment si on veut faire du local autour du lieu de localisation prévu. Il faut aussi choisir un modèle économique adapté à l'activité voulue et qui soit susceptible d'évoluer suivant le fonctionnement. Donc, par exemple, choisir si on veut hybrider ou non, si on veut diversifier la gamme, soit avec, donc, comme vont faire certaines légumeries comme Légumes Pro, de la surgélation. Donc, ce qui montre qu'un modèle qui fonctionne déjà très bien peut tout de même évoluer pour encore s'améliorer. Il faut aussi choisir un modèle juridique pardon, et une gouvernance qui correspondent aux idées et aux valeurs du porteur de projet, puisque voilà, c'est à ce moment-là qu'on va décider comment les décisions seront prises, quel type aussi d'emploi on choisit pour la légumerie. Donc, est-ce que ce sera de l'insertion, de l'emploi adapté, ou bien des emplois plutôt classiques. Il faut également identifier les modalités logistiques, puisqu'on a pu voir, c'est assez important, voir comment fonctionnait la logistique en aval. Est-ce que ça va être comme ça se passe beaucoup actuellement, les fournisseurs qui apportent les légumes, et ou bien si c'est la légumerie qui s'occupe de cette partie logistique. Et pour la logistique en aval, pardon, j'ai confondu tout à l'heure, comment ça fonctionne et comment la légumerie va pouvoir procéder aux livraisons, par quels moyens. Il faut également penser à la collaboration avec les autres acteurs du territoire. Donc, je pense ici notamment aux PAT qui peuvent déjà être en fonctionnement auprès des lieux d'implantation des légumeries. Essayer de travailler avec eux, notamment sur quand il y a un axe amélioration de la restauration collective, donc ce qui est le cas pour beaucoup de projets alimentaires territoriaux. Et également travailler avec les autres, par exemple, entreprises qui peuvent déjà pratiquer de, de la transformation de fruits et légumes, et également essayer de prendre en compte le- les producteurs déjà présents et voir comment ils peuvent collaborer avec eux pour créer une sorte de filière locale sur les différents territoires. Euh, il faut bien sûr faire une étude de marché pour évaluer les débouchés et la concurrence afin de s'assurer de ne pas multiplier les outils dans un même secteur et donc ne pas pouvoir mener une activité pérenne, puisque les légumeries n'ont pas forcément une forte valeur ajoutée, et donc parfois ont un modèle économique assez fragile. Et donc, si j'avais une recommandation principale, ce serait voilà, de penser à ne pas forcément trop multiplier les outils, et peut-être songer à faire à partager les outils et à mutualiser les outils. Donc j'aimerais quand même préciser que les légumeries sont, je pense, jusqu'à un certain point, de bons outils dans la reterritorialisation et la relocalisation des filières alimentaires, donc notamment pour les légumes ici, puisque ça participe à créer un lien entre différents acteurs du territoire. Donc voilà, après cette présentation des résultats, donc nous avons deux gestionnaires de légumerie qui vont prendre la parole. Tout d'abord, Isabelle Bard. Bonjour. J'ai beaucoup cité votre légumerie.
pour illustrer son déficit économique. Donc, pourriez-vous nous présenter rapidement votre activité et nous parler des solutions sur lesquelles vous travaillez pour vous améliorer et essayer de combler ce déficit? Alors bonjour, donc en fait nous on est un peu atypique forcément puisqu'on est un atelier de légumerie intégré dans un établissement de service d'aide par le travail. Donc il y a une monitrice chargée en fait de la production de cet outil de travail qui accompagne une quinzaine de personnes en situation de handicap. Donc en fait la légumerie nous a permis dans l'histoire, pourquoi on a créé une légumerie, parce que d'abord on est gestionnaire de restauration et l'idée c'était de se faire livrer des légumes bio, vraiment locaux de producteurs. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit locaux? On est à moins de 150 km, c'est-à-dire la pomme de terre, elle est de Saint-Jean-d'Illac et la carotte, elle est des Landes. Après, évidemment, on est fourni par le Lot-et-Garonne, donc en général, on n'arrivait pas à se faire livrer les restaurants. Donc l'idée d'une légumerie pour mutualiser en fait le besoin de livraison nous est venue. Ça a augmenté nettement en fait notre consommation de légumes frais, ça c'est évident parce qu'en fait l'épluchage est très long, même si on a de la main d'œuvre, bon ça prend un temps quand même qui est conséquent dans une cuisine. Cette légumerie, nous l'avons réalisée avec un partenariat avec la mairie de Pessac, puisque la cuisine centrale est à 500 mètres. Donc en fait, il nous a semblé quand même opportun, on avait fait une étude de marché qui était, voilà, au moins avec la mairie de Pessac et nos 3 restaurants, on couvrait la moitié du besoin de production et après, il fallait qu'on trouve quelques cuisines centrales. Alors, ce qu'on n'a pas, donc les signaux faibles qu'on n'a pas, on les avait détectés, mais ce qui vraiment nous a bloqués, c'est qu'on n'a pas pu répondre à des appels d'offres en fait de cuisine centrale ou de groupements d'achat enfin, dans le Bordeaux Métropole, parce qu'on n'a pas pu faire dans cet outil où on avait 200 mètres carrés en fait disponibles. Le choix qu'on a fait, c'était de ne pas faire tous les légumes, de se spécialiser sur 5-6 légumes, principalement carottes, pommes de terre, et après des légumes locaux, des légumes de saison. Je veux dire, voilà, ça va être la courgette, le potimarron, mais après, en fait, les choix d'épluchage des autres légumes, c'est à la main. Donc, évidemment, on ne peut pas réaliser des tonnes d'épluchage à la main. Donc, en fait, il s'est avéré qu'on n'a pas pu répondre à ces consultations puisque les consultations sont réalisées par lot et le lot quatrième gamme et cinquième gamme sont rassemblés. Voilà, donc il faut livrer autant de salades, de céleri, voilà, ce qui n'est pas notre cas. Donc déjà, ça, c'est très bloquant. Ce qui a donc bloqué vraiment la faisabilité d'avoir plus de clients. Voilà, ça c'est vraiment quand même un premier impact fort. Après, le deuxième impact, c'est vrai que la production, peut-être qu'on a été un peu trop optimiste. Quand une tonne par jour, bon, on n'y atteint pas, mais même en rythme de travail, c'est vrai que c'est conséquent, même si on a fait un outil de travail quand même avec une ergonomie très présente pour pas que les personnes en fait portent de poids. Ça c'est aussi important parce que c'est physique quand même, hein, cette activité. Voilà, donc on a fait du sur-mesure avec un inoxier. Bon, voilà, mais quand même, on ne fabrique pas plus de 600 kilos par jour. Et c'est vrai que la rentabilité, il faut rentabiliser par le volume. Hein. Ça, c'est comme dans un restaurant, voilà, il faut faire vraiment du volume pour amortir le matériel. Ce qui s'avère donc aujourd'hui, quelles sont nos pistes de travail? C'est qu'on ne peut pas aussi éparpiller nos livraisons, même s'il y a un livreur qui travaille chez nous, enfin, qui est notre personnel de 8h à 11h qui livre tous les matins. Mais malgré tout, il faut qu'on mutualise en fait notre travail avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est en fait c'est ce qui ressort cette année. Parce qu'en fait, l'année était bonne 2021, mais moi, je dirais que le Covid n'a pas été forcément, bon, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé pendant 2-3 mois, mais malgré tout, l'année 2021 était très optimiste par rapport à la loi Egalim, mais 2022, il y a une chute totale, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas dès le mois de janvier, parce que la loi Egalim n'est pas une obligation en fait dans le local, hein. Ok, 20% de bio, mais le bio, on peut l'acheter ailleurs, voilà, et puis après, bon, avec les coûts matières qui ont flambé en 2022, je pense que tout le monde se recentre sur, malgré tout, des produits peut-être pas trop chers. Et puis le coût matière de la quatrième gamme est pris en compte, alors que ça doit économiser de la main-d'œuvre. Enfin voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une très grosse différence pour nous hein, de nos chiffres entre 2021 et 2022. Voilà, au lieu d'augmenter, de bien progresser, on a au contraire chuté.
Donc, voilà, donc vraiment, l'objectif, c'est qu'on s'associe. Donc là, qu'on trouve en fait des distributeurs aussi, pourquoi pas. Donc ça, c'est une solution qui distribue nos produits. Parce qu'il faut mutualiser. Là, je vois bien, en fait, voilà, dans la logistique, un camion à vide, c'est pas possible. Et mutualiser les livraisons avec des produits bruts, je crois que bon, ça rentre. Enfin, il faut repréciser, en fait, les légumeries qui s'en sortent, en fait, hein, qui sont à l'équilibre. Peut-être repréciser, à votre avis, hein, pour quelles raisons? Est-ce que c'est vraiment l'outil, le matériel, enfin voilà, l'outil logistique pour atteindre 300 tonnes dans l'année qui permet, ou justement parce qu'ils ont en fait une offre globale de produits, ou parce qu'ils mutualisent autre chose? Ça, j'aimerais bien savoir en fait, hein, dans votre étude, si vous pouvez un peu mieux répondre à ça, qui nous aiderait. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu Oui, à merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, notamment la légumerie Légumes Pro qui est à l'équilibre et qui fait segmente de la légumerie. Quand ils ont été à un moment donné en déficit pour différentes raisons, et quand les deux co-directeurs actuels ont repris l'activité, ils ont donc déjà augmenté les volumes produits par la légumerie, donc pour augmenter la vente. Et ils ont également décidé notamment par la vente de produits bio, de produire des légumes avec une valeur ajoutée un peu plus importante que les autres. Donc, ce sont ces deux choses qui ont permis notamment de revenir à l'équilibre. Après, je crois qu'il y a Camille, entre du CVE du senior, qui pourra peut-être aussi préciser par la suite pourquoi Légumes Pro est revenu à ce niveau économique. Donc peut-être on pourra en parler après durant l'échange. Je voudrais aussi passer la parole à Stéphane Omer, donc, qui est directeur de l'entreprise Clémence et Antonin. Donc, bonjour. Donc, Bonjour. vous avez lancé l'activité de légumerie courant début octobre, si je me souviens bien. Et donc, après l'analyse que je viens de présenter, pourriez-vous réagir sur la perception des résultats que vous avez? Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, c'est bon. Bon, c'est parfait. Moi, d'abord, en premier lieu, je voulais remercier Louise pour le travail qu'elle a fait, parce que pour l'avoir rencontrée personnellement ici à Neuville, elle a fait vraiment un travail de qualité, et la restitution qui vous est produite aujourd'hui en est la preuve. Elle a passé énormément de temps chez nous avec des questions très pertinentes. Donc, bravo Louise en préambule pour ce travail. Merci. Alors, si vous voulez, la problématique pour moi des légumeries, il y aurait tellement à dire, et je pense que la matinée ne suffirait pas. Il faut savoir ce que l'on souhaite quand on crée une légumerie. Nous, c'était relativement simple, puisque notre légumerie est adossée à une cuisine centrale qui nous appartient pleinement, dans laquelle nous ne produisons qu'une typologie de clients qui sont des repas à destination des seniors dans le cadre du portage de repas à domicile. Et bien manger à domicile pour les seniors, c'est important. Et on se voulait être un peu précurseur dans le domaine et proposer à nos clients une vraie prestation de qualité sur la partie légumes. Et donc, depuis le départ, on souhaitait mettre en place une légumerie au sein même de la cuisine centrale. Et c'est ce qu'on a fait. Bon. Mais, mis à part cela, on se dit maintenant que l'outil, qui est très, très lourd en investissement, puisque comme Louise vous l'a dit, la particularité de notre légumerie, c'est qu'elle est pratiquement autonome, puisque du renversement de la pomme de terre dans le premier bac de trempage jusqu'à son arrivée dans le sachet sous vide, il n'y a aucune intervention humaine. Voilà, la seule intervention humaine, c'est le contrôle visuel à la sortie de la parmentière pour contrôler, on va dire, les petites impuretés qu'on aurait sur certaines pommes de terre. Mais c'est vraiment une ligne complète avec des tapis et des convoyeurs qui nous emmènent du départ jusqu'à l'arrivée de mise en sac avec une peseuse ensacheuse automatique qui nous permet peu d'intervention humaine. Donc, moi, je pense que dans les légumeries, pour moi, il y a deux modèles. Il y a pour moi le modèle social et il y a le modèle économique. Pour moi, le modèle économique doit être porté par le privé. On n'a jamais vu un chef d'entreprise
gérer une entreprise en se disant on ne va pas gagner de l'argent ou on va en perdre. C'est du mal. Rien que ces mots dans ma bouche ne me conviennent pas de les dire. Donc, si un partenaire privé aujourd'hui monte une légumerie, c'est obligatoirement pour gagner de l'argent. Et si on veut dans le légume gagner de l'argent, il faut absolument des lignes intégrées avec, c'est très dommageable, mais un nombre de personnes relativement réduit. Mais moi, je pense aussi à l'inverse, que la légumerie est un très beau modèle social, puisque toutes les légumeries qu'on a eu visitées avant d'investir dans la nôtre étaient des légumeries, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, qui sont liées à des personnes en situation de handicap. Et la légumerie est un excellent outil pour les personnes en situation de handicap. Donc, bien entendu, il y a plus de personnel que dans une légumerie classique, mais quelle est la volonté que nous souhaitons? Est-ce que c'est de remettre des personnes dans le monde du travail? Et ça, je pense que c'est très bien. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir accepter que cette légumerie ne soit pas rentable parce qu'elle a un aspect social derrière qui me paraît très important. Ça c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que j'ai l'impression, et j'ai été surpris en voyant la carte de Louise, j'ai été surpris de voir qu'il y avait 3 autres projets dans le département de la Vienne de légumerie. Il y a un moment, trop c'est trop, et il va falloir que chacun revienne entre guillemets. Et le problème que nous vivons, c'est le privé et le public qui globalement n'arrivent pas à s'entendre sur un projet. Premier, je n'ai pas consulté ce qui allait se faire dans le domaine du développement public sur mon territoire pour monter ma légumerie que j'ai montée tout seul comme un seul homme. Très bien. Sauf qu'aujourd'hui, j'apprends que Grand Poitiers souhaite monter une légumerie. Donc, mais il y a un moment, est-ce que ça va être vraiment utile d'avoir sur des territoires qui sont relativement limités 2, 3, 4 légumeries? Il faut penser, à mon avis, autrement. Et le autrement, c'est la surgélation. Le autrement, c'est la conserverie. Et le autrement, c'est l'accompagnement des autres productions locales qui ne sont pas obligatoirement le fruit et le légume, mais je pense par exemple à la boucherie, à la charcuterie. Aujourd'hui, il y a des territoires qui investissent dans des abattoirs pour faire en local tout ce qu'on achète malheureusement au national ou qui nous assassine actuellement d'un point de vue tarif avec les inflations. Donc, je pense qu'il faut vraiment, au niveau au minimum départemental, et donc qui doit être le maillon? Je pense que la Nouvelle-Aquitaine peut en faire partie, et Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine peut être le fer de lance de ça, de dire à un moment, est-ce que tous les acteurs sur un territoire ne peuvent pas se mettre autour de la table et de savoir qu'est-ce qui est bien pour le territoire et qui investit dans quoi et qui s'occupe de quoi? Et c'est vrai que moi, je suis en discussion avec Grand Poitiers aujourd'hui, et Grand Poitiers est en train de rediscuter en disant pourquoi pas envisager de la surgélation, parce que ce qu'on vit par exemple sur la pomme de terre, c'est que les producteurs de pommes de terre, une fois que la nouvelle saison arrive, que font-ils de leur récolte de l'année d'avant? Si on n'a pas réussi à les traiter en 4e gamme, eh ben on peut les traiter en frites, les surgeler, et on se retrouve avec des légumes à proposer au collège, au lycée, aux EHPAD, aux restaurateurs pendant tout l'hiver. Un petit peu ce que je voulais dire. Alors nous, notre légumerie, en plus de servir notre cuisine centrale, on a décidé donc d'exporter des légumes en 4e gamme à destination de qui voudra bien nous les acheter. Mais la légumerie, en fin de compte, elle est venue de 2 constats au départ, et je vais être très rapide pour finir. Le premier, c'était chez nous, dans le Poitou, des producteurs d'échalions, c'est-à-dire l'échalote qu'on appelle l'échalote cuisse de poulet, qui avaient du mal à trouver des débouchés en agroalimentaire, puisque l'agroalimentaire leur disait il nous faut des échalotes épluchées au minimum, et épluchées, tranchées, ce sera encore mieux. Et dans ce cas-là, on pourra vous prendre des produits. Et donc là, on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis la deuxième, c'était, alors je ne sais pas si c'est présent dans tous les départements, mais dans le nôtre, nous avons une plateforme qui s'appelle AgriLocal. Donc AgriLocal, c'est très bien, ça met en relation des producteurs et pas des consommateurs, mais des établissements qui ont besoin de produits. Très bien. Et quel est le constat que nous avons fait après quelques années d'AgriLocal? Ça, c'est les retours des gens que je peux connaître. D'un côté, le producteur qui dit
j'adore AgriLocal, mais en même temps que vous me demandez de livrer 50 kilos d'oignons dans le nord du département, 40 kilos de pommes de terre à l'ouest, 20 kilos de poireaux à l'ouest et puis 200 kilos de carottes au sud. Je n'ai pas la logistique pour faire ça et ce n'est pas mon travail. Et puis en même temps, vous avez le cuisinier dans le collège qui dit à son patron, qui est le président du département, vous me demandez de travailler du produit local, mais m'avez-vous donné 1 heure de main-d'œuvre pour éplucher et trancher la carotte là où je l'achetais surgelée chez Bonduelle et que personne n'y trouvait rien à redire? La réponse est non, puisque les budgets sont ce qu'ils sont. Et donc l'idée était de dire, mesdames et messieurs les agriculteurs, un seul point d'entrée dans le département, une légumerie, et ça ne me choquerait pas de voir demain les légumeries portées par les départements avec une légumerie dans chaque département, et de dire aux utilisateurs, les cuisiniers dans les collèges, dans les lycées, dans les EHPAD, eh bien demain, vous pouvez utiliser du produit en circuit court, 4e gamme, épluché, tranché, prêt à travailler. Simplement que je pense qu'il manque dans tout ça un maillon important, et on l'a évoqué, c'est la logistique. Et donc, nous, on a la chance chez Clémence Antonin de parcourir 1 million de kilomètres par an à destination de nos seniors pour leur livrer des repas à domicile. Et il se trouve qu'on passe à proximité de la totalité des collèges, des lycées, des EHPAD de notre département. Donc, demain, on s'appuie sur notre logistique Clémence Antonin pour intégrer dans les camions tous les légumes qu'on devra livrer à tous les établissements qui voudront nous commander. Et puis, pour finir, très sincèrement, une légumerie pour acheter des produits hors du département, ça me paraît un non-sens. Pour moi, légumerie égale circuit court et de la production à proximité des territoires. Et enfin, pour terminer, il manque un dernier maillon là-dedans, c'est la Chambre d'agriculture, parce qu'il faut faire un travail important avec les producteurs, puisque nous, on se retrouve confrontés à un problème d'approvisionnement de produits. On n'a pas eu assez de carottes cette année. On n'a pas eu assez de courgettes cette année. Et il y a un moment, les agriculteurs, s'ils savent qu'on est en capacité de valoriser leurs produits en 4e gamme, ben, ils peuvent peut-être changer certains de leurs terrains agricoles dans d'autres productions parce qu'ils sont sûrs d'avoir des débouchés derrière. Et donc aujourd'hui, c'est la difficulté que nous rencontrons, nous, dans la gestion au quotidien. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Ouais. Merci beaucoup Isabelle Verde et Stéphane Maire pour ces interventions qui étaient bien incarnées. On va prendre les questions avant de passer à la réaction de la région et de l'État et ensuite à la discussion. Donc j'ai essayé de regrouper un peu les questions qui sont été dans le chat par thème. Donc il y avait une première question de Mathieu Morand sur le type de personnes et structures qui sont à l'initiative de ces projets. Est-ce que c'est plutôt des groupements de producteurs, des collectivités, des entreprises privées? Donc ça revient à la gouvernance. Je vais revenir sur le premier graphique. C'est assez varié finalement. Il y a beaucoup de portages par des structures privées, après sous différentes formes forcément. Et donc ça plutôt pour les légumeries en activité. Et je dirais que pour les légumeries en projet, il y a quand même beaucoup qui sont liés à des volontés de la part de portages publics, que ce soit de la part des PAT ou bien par les départements ou des choses comme ça, enfin, des acteurs comme ça, des collectivités. Ça a tendance à se développer, mais c'est pas forcément évident. Donc pour le moment, je dirais qu'il y a beaucoup quand même de portages plutôt privés de ces structures. Merci. Ensuite, une question de Sophie Boisseau. Est-ce que tu sais combien il y a de légumeries qui ne transforment que des produits bio et combien de légumeries qui transforment des produits mixtes, donc conventionnels et bio? Alors, j'ai pas les chiffres exacts ici, mais ça, d'autant plus que tout le monde n'a pas répondu au questionnaire et donc j'ai pas les informations pour tous. Mais en tout cas, dans les informations que je peux avoir récoltées, il y a pas non plus énormément de légumeries qui fonctionnent que en bio. Il y a par exemple Question Culture qui propose que du bio, mais pour d'autres, ils ont plutôt une volonté de proposer du conventionnel et du bio. Puisque tout le monde n'est pas accro au bio et ne veut pas acheter que du bio, donc il faut pouvoir satisfaire les demandes de tous. Et notamment, par exemple, des producteurs qui ne seraient pas labellisés, mais qui pourraient
travailler de manière raisonnée avec d'autres labels pourraient aussi profiter de ces légumeries pour vendre leur production. Merci. Ensuite, 3 questions sur les types d'activités. La première, c'est est-ce qu'il y a des légumeries qui sont couplées à des ateliers de transformation de viande? J'enchaîne. La seconde, c'est est-ce qu'il y a une partie de la production qui est dédiée à l'aide alimentaire, enfin, qui a comme débouché l'aide alimentaire? Et la troisième, c'est est-ce que les entreprises que tu as rencontrées livrent uniquement des légumes? Ok. Alors, donc, pour la première question, donc c'était sur La transformation de la la viande. transformation. Comment tu dis, pardon? Est-ce qu'elles sont couplées à des ateliers de Oui, est-ce qu'ils transformation sont de viande? couplés à Il y a plusieurs projets et donc légumeries en fonctionnement. Donc, par exemple, avec à Royan, donc qui pour l'instant fonctionne que avec la transformation de produits carnés, mais qui est voué à faire également de la légumerie. Il y a également une coopérative de producteurs en Corrèze qui souhaiterait également faire de la transformation de viande et de légumes, mais qui pour l'instant, pareil, ne fait que de la transformation de viande, puisqu'ils n'ont pas trouvé de producteurs encore pour leur ligne de légumerie. Donc, c'est des outils, enfin des hybridations qui existent et qui vont aussi être développées aussi, je pense maintenant à la légumerie du Grand Berger Aqua, pardon, qui pensent à ajouter donc, ce qui fait un pôle alimentaire en fait sur leur lieu de la légumerie à proposer de la transformation de produits carnés et aussi de la transformation de poissons. Donc ça permettra de diversifier aussi la production dans ces établissements. Pour la seconde, c'était Est-ce qu'il y a un débouché de production pour l'aide alimentaire? Alors oui, notamment avec le projet porté par la MJC de Montmorillon, donc le projet COSI, qui associe différentes choses, et notamment l'aide alimentaire. On pourrait en discuter aussi avec il y a une fiche qui va être proposée sur cet établissement. Et troisième question, est-ce que les entreprises que tu as rencontrées livrent uniquement des légumes? Alors, il me semble que oui. Peut-être qu'il y a sur ceux qui ont répondu externe et que je sans rencontrer qui font autrement, mais pour l'instant, oui, mis à part peut-être l'entreprise Clémence Saint-Antonin, comme Monsieur le maire nous le présentait, qui intégrera en fait la livraison de légumes au portage de repas. Mais principalement, oui, ils livrent seulement les légumes. Ok. Une autre question sur le traitement des légumes en bio et en non bio. Est-ce qu'il y a besoin de mettre en place dans la légumerie 2 lignes de production distinctes pour la traçabilité? Non. Généralement, ils consomment d'abord les produits bio au début de la journée ou du moment où la transformation a lieu. Et ensuite, transforment plutôt le conventionnel. Comme ça, il n'y a pas de problème pour la traçabilité et les outils sont nettoyés à chaque fin d'utilisation. Donc, il n'y a pas besoin de 2 lignes de légumes. Ok. Sur les débouchés, est-ce que certaines légumeries ont répondu déjà à des marchés publics? Je ne sais pas, je pourrais pas être certaine de répondre à cette question. Je ne pourrais pas dire de... Si elles livrent à la restauration collective, a priori oui. Oui. Donc a priori oui. Ensuite, travaille-t-elle pour certaines avec une autre entreprise qui ne fait que de la livraison? Donc, a priori qu'un logisticien. Oui, bah justement, la légumerie portée par la communauté d'agglomération du Grand Berger Aqua. Donc pour l'instant, c'est Manger Bio, Périgord et l'atelier des maraîchers, donc une conserverie qui utilise la légumerie, mais quand la SEM va être formée, donc d'ici la fin de l'année, si je ne me trompe pas, la légumerie fonctionnera avec un transporteur pour les livraisons qui assurera la logistique pour les livraisons. Ok. Ensuite, autre question logistique. Est-ce que les fournisseurs viennent directement à la légumerie pour livrer? Oui, généralement, c'est ce qui se passe. Chaque fournisseur apporte sa production. Pareil, je vais reprendre l'exemple de la légumerie à Bergerac faite par la CAB. Mais pour l'instant, c'est Manger Bio Périgord qui elle rassemble les volumes. Mais en fait, l'endroit où ils apportent les légumes est juste à côté de la légumerie. Donc, c'est au même endroit. Ça, c'est une question aussi sur la logistique, mais alors, c'est un peu technique, je ne sais pas si tu pourras répondre. Est-ce qu'il existe des types de contenants alternatifs au plastique pour le transport? Alors, donc on en a parlé, il y a beaucoup de légumeries qui cherchent justement
voilà, à changer de type de conditionnement, puisque pour l'instant, les poches sont en plastique. Cependant, c'est assez compliqué. Donc, il existe les bacs en inox. Cependant, c'est quand même assez lourd. Ça augmente le poids de chaque produit. Et aussi, c'est pas forcément évident, de ce que j'ai compris quand on en a parlé, puisque quand ils font le sous-vide, ils enlèvent l'air forcément de, du conditionnement. Et donc, avec les bacs, c'est pas forcément possible de faire le vide totalement, sinon il y aurait une déformation du bac en inox. Et en plus, ça demande aussi une autre logistique pour récupérer si le bac, si ce sont des contenants réutilisables. On a encore 2 dernières questions et on pourra passer. Pour les modèles, est-ce qu'il y a des types de modèles qui sont plus retrouvés en fonction de certains critères, par exemple, selon le modèle, le volume traité, le type de client, public ou privé? Non, j'ai pas forcément pu réaliser vraiment une typologie des légumeries. En fait, il y a vraiment des modèles très très variés et à chaque fois il y a quelques similitudes mais beaucoup de différences. Et donc je ne pourrais pas faire cette typologie. Ok. Et dernière question plutôt axée développement local. Est-ce que des légumeries ont permis d'augmenter la production de légumes, par exemple, en permettant à des producteurs de s'installer ou de se diversifier? Alors, je ne sais pas, mais par contre, quand une légumerie est portée par un établissement public comme la CAP, par exemple, ils ont dans leur stratégie donc, du projet alimentaire de territoire forcément de développer l'installation de nouveaux producteurs sur le territoire du Grand Bergeracois, puisque voulant faire de l'approvisionnement local dans la légumerie, ils ont besoin de nouveaux producteurs. Ok, merci. Il y a encore quelques questions dans le chat. C'est plutôt des questions qu'on va mettre en discussion ensuite. Ok, très bien. Après, du coup, tu peux donner la parole là. Ouais, alors j'aimerais solliciter Emmanuel Barou et Amandine Thiebaud pour recueillir leur ressenti suite à cette présentation. Je vous laisse la parole. Tu veux, Emmanuel, ou je commence? Peu importe, j'y vais. Tout d'abord, merci beaucoup, Louise, pour cette présentation et pour donc cet état des lieux. Et merci à Madame Bard, pardon, et Monsieur Omer pour leur témoignage que j'ai trouvé très intéressant puisque effectivement ont permis de montrer les deux principaux modèles existants. Excusez-moi, je m'entends un peu en micro. Existants, le modèle et le modèle plus économique. Le point commun, moi, que je constate qui revient, qui est un peu le point noir souvent de ce type de projet, c'est la logistique. Donc sur lequel voilà, il est nécessaire de réfléchir et de travailler, je pense, en amont de tout projet, puisque ça représente, alors tu ne l'as pas présenté, mais ça représente certainement un coût voilà, très important dans le coût global de ce type d'établissement. Ensuite, je souhaitais rebondir sur une remarque de M. Omer sur la communication que doivent avoir les acteurs privés et publics pour ce genre de projet. Effectivement, je trouve très intéressante cette remarque de constat voilà, un peu tardif de multiplication d'outils ou de projets sur un même territoire. Je pense que là, les collectivités ou autres acteurs porteurs de projets ou démarches alimentaires de territoire doivent avoir leur rôle, voilà, un rôle à jouer sur voilà, une optimisation. C'est très intéressant, toutes ces démarches, mais effectivement, si on en arrive à des outils non rentables ou qui ont des difficultés à s'approvisionner, vous parliez de difficultés voilà, à trouver des producteurs, je pense que là, le maillon de la collectivité ou autre acteur qui porte un PAT ou une démarche alimentaire territoriale, qui a des partenaires comme la Chambre d'agriculture que vous mentionniez, peut vraiment être un acteur clé pour le déploiement et l'optimisation de ce type d'outils. Donc nous, on tâchera dans l'accompagnement qu'on apporte voilà, au déploiement de ces PAT
lorsqu'il y a ces projets de légumerie, de bien les alerter et d'intégrer dans les partenaires les partenariats de CPAT des acteurs privés qui agissent déjà sur ces secteurs-là, qui ont déjà des actions intéressantes dans la structuration des filières légumes locales. Donc voilà, je souhaitais rebondir là-dessus. Je te laisse la parole, Amandine. Et encore merci. Je vois que c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions et donc nous continuerons les travaux à ce sujet. Je ne sais pas si vous souhaitiez mentionner les projets de visite à la fin. Oui, donc on en parlera après, mais il y aura donc des visites de légumerie qui vous seront proposées. Je laisserai Louise ou Alexia en parler. Oui, effectivement, merci encore pour cette étude. Et pour rebondir sur ces sujets, sur ces problématiques à l'échelle départementale, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que je disais dans le chat. La région, voilà, on finance les entreprises agroalimentaires et les ateliers collectifs de transformation également portés par les agriculteurs. Et effectivement, l'exemple de la Vienne est assez flagrant pour nous puisqu'il y a plein de projets en même temps. Voilà, et donc nous, côté région, on se pose la question, et d'ailleurs j'avais invité mes collègues des industries agroalimentaires pour participer à cette réunion, ça les intéresse. Parce que nous, côté région, on se pose la question de financer tel ou tel projet et on a besoin d'avoir cette vision globale et on est très attentif à ce que les porteurs de projets discutent, échangent entre eux. Que ça se fasse à l'échelle du département, ça nous semble logique et c'est pour ça qu'on finance. Dans le cadre de l'appel à projets circuits alimentaires locaux, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, on peut financer des projets logistiques de structuration de filières, notamment à l'échelle départementale. Pour la Vienne, ça se fait entre les différents porteurs de démarches alimentaires de territoire, avec le lien avec l'interprofession, la profession agricole, et notamment les CIVAM. Enfin, voilà, c'est vrai que ce sujet logistique est très, très important. On a l'impression qu'on ne sait jamais par quel bout le prendre parce qu'en fait, chaque territoire a ses spécificités, ses contraintes, des acteurs différents. Donc, il y a vraiment cette nécessité. Voilà. Et nous, côté région, on peut apporter des outils financiers pour animer, pour piloter un peu ces projets expérimentaux de logistique. Alors, je me répète un peu, mais c'est vrai que ça nous semble très important. Et du coup, on est vraiment complémentaires avec les financements de l'État, l'animation des PAT que peut apporter la DRAF, ou que mes collègues de la politique contractuelle côté région peuvent également financer des études de l'ingénierie territoriale, d'action stratégique locale. J'essaie d'utiliser les bons termes. Olivier, je te vois sourire. C'est ça, c'est ça. Voilà, on essaye d'avoir cette vision-là. C'est vrai que côté région, on est une grande région, on va avoir du mal à être précis dans les territoires, même si on s'appuie sur notre politique contractuelle, nos ingénieurs de terrain qui sont là pour accompagner les territoires très en détail. On s'appuie, on est très attentif à avoir les départements qui ont aussi leur rôle à jouer sur ces thématiques de l'agriculture, des circuits locaux, et qui peuvent avoir agri-local. Je crois qu'on a 6 agri-local en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc tout se raccroche et j'ai bien noté cette légumerie Clément Santin, parce que nous-mêmes, l'unité de circuit court, on est présent en Poitiers, donc je pense que je serais intéressée pour aller vous rencontrer prochainement cette légumerie Clément Santin que je connais pas encore bien. Et PQNA nous fera des propositions de visite aussi par la suite. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer à l'échange. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Amandine Rivaud et Emmanuel Barou pour vos réactions. Donc maintenant, on peut ouvrir la salle aux discussions. N'hésitez pas à lever la main. Je vois Céline Gentil qui lève la main. C'est parti, vous pouvez activer votre micro et poser votre question.
Oui, bonjour. Je suis Céline Gentil, je travaille pour l'interprofession de la filière des fruits et légumes frais sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, particulièrement intéressée par cette étude et j'en profite aussi pour remercier Louise que j'ai rencontrée au tout début de son stage et qui, pour moi, a vraiment écouté, je pense, l'ensemble des partenaires qu'elle a pu rencontrer. Un constat que je voulais partager avec vous. Il y a la filière fruits et légumes qui est directement concernée par les légumeries, puisque les légumeries sont approvisionnées par du légume frais, est déjà structurée sur le territoire. Alors, la structuration peut-être paraître complexe avec des intermédiaires. Ce qui est important de préciser, c'est que cette structuration, elle est le fruit des besoins qui sont exprimés par le bout de la chaîne. Donc, il y a des acteurs qui sont déjà présents sur les territoires, qui sont déjà structurés, organisés pour concentrer de l'offre, pour maîtriser de la logistique. Ce sont des acteurs privés et bien souvent, ils se sentent un peu exclus ou mis de côté par des porteurs de projets. Ne les oubliez pas. Si l'objectif de vos projets, dans vos légumeries, c'est de travailler du produit local, il y a déjà souvent sur les territoires des acteurs qui sont en capacité à aller le chercher et à approvisionner les légumeries. Je pense aux coopératives, je pense aux grossistes fruits et légumes. Donc voilà, ils peuvent apporter certaines solutions à des problématiques qui sont rencontrées par des légumeries. Pas toutes. Il y a beaucoup de choses qui ont été citées et très bien expliquées concernant les modèles économiques, mais ils sont là et vous avez une interprofession sur la Nouvelle-Aquitaine qui peut être en capacité à vous apporter les clés de lecture pour accompagner les études en vue de monter une légumerie. Voilà, ce n'était pas vraiment une question, c'était plus un constat que je voulais apporter et surtout compléter la présentation, dire que les porteurs de projets ne sont pas seuls et qu'il y a déjà des choses qui existent et qui sont en place sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent… Ah, je vois Benoît Maudet qui aimerait prendre la parole. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. En fait, c'est pas moi, c'est Joël Menadier. Je suis le créateur de l'entreprise adaptée Capac à Château-Bernard, qui existe depuis 26 ans. Et la légumerie a été mise en place il y a 9 ans. Et moi, je voulais apporter quelques précisions aussi, c'est par rapport à ce qui a été dit. Le modèle, l'idée première de la légumerie à Capac, c'était de… Donc, on est une entreprise adaptée, hein, on emploie majoritairement des salariés qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. C'était pour amener une activité nouvelle. Et l'idée première, c'était du frais et du local pour des cuisines centrales qui manquent. Dans certaines cuisines, à l'époque, eh bien, elles avaient un peu, s'étaient démobilisées de la partie épluchage, préparation des légumes. Et on achetait surtout du congelé, du surgelé, de la conserve. Donc, c'était pour remettre un peu pour le consommateur, pour les écoles, pour les écoliers. On oublie un peu ça déjà. L'idée première, c'était de remettre du légume frais et local au goût du jour dans les cantines ou dans les collectivités, dans les cuisines centrales. Donc ça, ce modèle-là, il a été bien accepté. Nous, on n'est pas du tout lié au départ, quand on a fait ça, on n'est pas du tout lié à une cuisine. Donc, il fallait qu'on recherche le premier client et donc on avait besoin de répondre. Alors, on en parlait tout à l'heure, la question n'était pas ouverte, enfin, on ne savait pas trop, mais chez nous, on a ouvert à répondre à des marchés d'appel d'offres. Donc, ça a amené à répondre à beaucoup de légumes, parce que les appels d'offres, ce n'est pas 4-5 légumes. Donc ça nous a obligés à être plutôt, non pas dans ce que me disait M. Omer tout à l'heure, à faire de la production en grande quantité, mais plutôt de la production multiple. Par contre, pour pallier au problème on a quand même fait le choix de faire des prestations de saison, quoi. On a 4-5 légumes qui sont des légumes courants
toute l'année. Et après, en saisonnalité, on a des légumes qu'on trouve qui sont différents en fonction des saisons. La logistique, c'est un gros problème, ça on l'a dit, c'est pénalisant. Et après, les producteurs, en lien avec les producteurs, quand ils ont des surproductions, on fait aussi de la prestation pour les producteurs. On va faire même de la conserve pour certains légumes ou une transformation. Par exemple, pour des fruits, on va leur faire de la confiture. On va pouvoir leur préparer de la soupe. On a ouvert une petite conserverie à côté. On va faire des potages pour l'hiver, pour l'été, pour l'hiver quand il y a des produits en été. Il y a une chose qui n'a pas été abordée non plus, c'est la partie déchets des légumes. Donc, on a un cercle vertueux des déchets. Tous les déchets sont retraités directement par des céréaliers, les producteurs qui ont besoin de faire un compost. Donc, nous, on a une remorque et le producteur, l'agriculteur vient chercher le remorque de déchets et il mélange ça avec de la paille, il fume ses terrains au moment opportun. Donc, il y a un modèle vertueux des légumes. Et voilà ce que je voulais dire, simplement pour ajouter un peu des choses qui ont été dites. Merci à Louise, en tout cas, pour le contact qu'on a pu avoir aussi. Merci. C'est vrai que j'ai un peu oublié dans le volet plutôt environnemental de ma présentation, mais le traitement des déchets a été beaucoup abordé aussi durant les entretiens et chaque légumerie a un peu une manière différente de les traiter. Par exemple, je repense à Clémence Antonin qui a un contrat de méthanisation pour ses déchets. D'autres sont des agriculteurs qui viennent également les récupérer à la légumerie. Donc, c'est quelque chose d'assez important, il est vrai. Je ne sais pas si des personnes souhaitent réagir à ce qui vient d'être dit. En tout cas, il y avait des questions qui avaient été posées dans le chat et auxquelles on n'a pas encore répondu de la part de Sixtine Mazin et Margot Flary. Si vous êtes toujours là, vous pouvez poser votre question en allumant votre micro. Sinon, je vais lire les questions. Il y avait une première question sur la planification de la production. Ouais, pardon, j'entends. Oui. Oui, je demandais. Alors, la question que j'avais posée, mais elle a peut-être été un petit peu répondue, c'était sur c'était quoi les principales sources d'échecs dans ce genre de projet? Et j'ai l'impression que non, pas forcément les déchets, juste carrément monter une légumerie. En gros, c'était quoi ce qui faisait ce qui marchait le moins bien, quoi, ce qui était le plus compliqué? J'ai l'impression que c'est pas mal la logistique, mais est-ce qu'il y a d'autres points? Après, tout dépend du contexte local en fait de chaque légumerie aussi. On a un peu parlé, mais donc la logistique bien sûr, mais aussi s'il y a beaucoup de producteurs ou non sur le territoire et s'ils sont prêts à travailler avec ce type de structure. Il y a aussi comment dire s'il existe déjà ou non des entreprises de transformation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui prennent part à l'échec, mais ou en tout cas au fonctionnement pas forcément voulu au départ par les porteurs de projet, parce qu'on ne parle pas forcément d'échec à chaque fois, juste peut-être de modifications à faire et d'évolutions à proposer, mais voilà, c'est assez varié et comme je le présente tout à l'heure, il n'y a pas une forme de légumerie qui fonctionne, les autres non. C'est chacun a des choses plutôt bonnes dans ses projets et ce qui marche pour lui ne marchera pas forcément pour l'autre. Ça dépend beaucoup des contextes de chacun. Ok, merci. Il y avait Sixtine Mazin qui voulait réagir, je crois, tout à l'heure aussi. Oui, merci beaucoup. De la même manière, je ne sais pas si... je pense que cette question a été un peu répondue. C'était par rapport au témoignage qui disait qu'il fallait intégrer la chambre d'agriculture dans le montage des projets. Je me demande dans quelle mesure, en tant qu'animateur de PAT, on peut aussi s'intéresser à la planification de la production à une échelle un peu... dans une optique de livrer à des légumeries, avec une vision du territoire, dans le sens le bassin de production locale sur lequel on se base. Et je me demande, j'ai l'impression que les PAT, on a quand même un lien très fort à faire.
pour créer de la transversalité entre des acteurs peut-être privés ou publics de la logistique, comme vous le disiez à un précédent webinaire, plus les légumeries existantes ou à créer, et les producteurs ainsi que tous les différentes OPA, organisations professionnelles agricoles. Est-ce que les PAT ne peuvent pas avoir un rôle majeur dans la gouvernance de tels projets de transfo, livraison collective, quoi? Mais je sais pas, c'est peut-être un peu évident ou déjà répondu. Après, tout dépend des territoires. Oui, je pense que les PAT peuvent être un moyen de faire le lien entre les producteurs et les légumeries, bien sûr. Et aussi, vous avez bien fait de parler de ça, mais on se focalise beaucoup sur les limites administratives quand on parle des territoires, alors qu'ils peuvent être déterminés de beaucoup d'autres manières, en fait, et pas forcément avec le périmètre intercommunal ou départemental. Donc, c'est quelque chose qui est bien sûr à prendre en compte et dont les PAT peuvent aussi intervenir. Enfin, c'était aussi dans l'optique de, si c'est des légumeries qu'on réfléchit à l'échelle départementale, parce que ça permet de mutualiser les moyens mis en place, de faire attention à justement garder la spécificité de chaque territoire ou à créer des liens entre les différents territoires qui portent des démarches alimentaires. Je vois dans le sud Gironde où il y a une grosse production de légumes, bah, il y a peut-être quelque chose à faire, même si la légumerie est réfléchie à échelle départementale, quoi. Okay. Il y a Camille Mortreux et Denarios qui aimeraient prendre la parole. On va dire Denarios en premier. Merci. Bonjour à tous et merci Louis pour les résultats de cette étude. Très important pour nous qui, à Grand Châtellerault, accompagnons un projet de légumes, un projet collectif avec le lycée agricole de Thurey et les dispositifs territoire zéro chômeur de longue durée, la cuisine centrale de Châtellerault et puis le CIVAM, la chambre d'agriculture. Donc, pour répondre un peu aussi à mes collègues de PAT, oui, effectivement, je pense que c'est le PAT et nous, chargés de mission PAT, nous avons le rôle de faire des liens entre tous les acteurs. Et je pense que par rapport aux légumeries, et l'inquiétude de la région sur ces divers projets qui émergent et ici dans la Vienne ou ailleurs, je pense que chaque légumerie a un rôle à jouer et qu'il y a peut-être deux modèles de légumerie territoriale, c'est soit on centralise, soit on travaille en réseau. Et je pense que travailler en réseau avec des petits légumeries, ça peut être aussi une façon, un modèle peut-être à inventer. Parce que nos territoires, malgré qu'ils ne sont pas très larges, ils ne sont pas grands, il y a des valeurs aussi de travail, de coopération qui se sont déjà établies auparavant et que nous devons un peu repérer pour essayer de répondre au mieux aux besoins de la restauration et des consommateurs. Donc, voilà un peu pour l'inquiétude de la région. Je pense que avec Clémence et Antonin et puis les autres projets à Grand Poitiers et puis pour mes collègues ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, je pense que chaque légumerie a un sens, a des valeurs différentes et puis il faut juste, je pense que mieux les accompagner pour qu'ils puissent exister et se développer et développer la filière aussi légumes, fruits. Et je pense que aussi ça développe, comme vous avez dit, la production. Donc voilà un autre rôle du chargé du PAT, c'est de favoriser l'installation de maraîchers, des arboriculteurs, parce que c'est vrai qu'avec l'étude qui a mené Céréalina, je pense sur les systèmes alimentaires de Nouvelle-Aquitaine, les légumes et les fruits, ils ne sont pas forcément au rendez-vous. Et donc, il faut qu'on travaille aussi sur la production. Donc, merci Pecoena et la DRAF et la région pour cette étude.
Merci Diana. Camille, vous vouliez prendre la parole? Bonjour, oui, donc moi je travaille à l'animation d'un projet alimentaire de territoire Sudland de Pays Basque et notamment on a Légumes Pro qui est donc une société coopérative d'intérêt collectif qui a été citée plusieurs fois. Je voulais juste me permettre parce que nous du coup on est là depuis 2015 et il y avait quelques éléments, si tout à l'heure, peut-être éclairants. On a travaillé avec une structure qui était quand même très compliquée, hein, Légumes Pro en termes de déficit, etc. Et de maintenir en fait cet objectif de travailler notamment en circuit court et qui, depuis maintenant 3 ans, en fait, on a vraiment eu un gros revirement. Et aujourd'hui, on a une structure qui a l'équilibre et même excédentaire et qui aujourd'hui travaille énormément avec les maraîchers locaux et justement approvisionne en légumes frais les cantines et dans un périmètre de 100 km. Juste quelques petites clés sur tout le travail qui a été mené. C'est des acteurs de toute la chaîne qui ont été mobilisés. Et là, j'en reviens au rôle des animateurs PAT, c'est aussi de donner un cadre et un cap collectif aussi de sens entre les cuisines qui ont énormément travaillé leur menu, la saisonnalité, les maraîchers qui ont joué le jeu sur ce dialogue et ont créé des réunions de planification avec des restaurants, avec les maraîchers, avec les transformateurs. On met tout le monde autour de la table pour vraiment avoir des menus au plus près des productions locales. Et ça, c'est un travail qui est assez important. C'est aussi de donner ce cap, de choisir des fermes qui sont de petites, paysannes pour nous, et d'aider à l'installation de certains en prenant une partie de leur production, parfois à des prix un tout petit peu plus élevés, et ça en transparence avec les autres maraîchers. Bref, c'est tout ce dialogue d'animation pour donner du maraîcher à la cuisine, on va dire, cette vision aussi territoriale et cet impact sur le territoire que peut avoir la légumerie et qui est partagé par l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'était un peu ce que je voulais partager. Et puis nous, aujourd'hui, vraiment le fruit de tout ce travail avec un nombre de tonnages très important qui augmente et surtout une planification. C'est-à-dire que nous, certes, les grossistes sont là et sont très importants aussi, mais du coup, tout le travail avec les maraîchers, les fermes, ça a été, déjà, on est passé de 15 à 25 aujourd'hui, soit en surplus et surtout de planification avec un prix prévu à l'avance, ce qui nous a permis d'avoir une vraie stabilité économique, une visibilité, de sortir aussi parfois des fluctuations de marché sur les légumes alors qu'on les avait juste à côté. Là, on a un vrai partenariat avec des maraîchers locaux. Voilà, et ça a vraiment permis d'assainir aussi et de rendre effectif ce projet de travail en circuit court de la légumerie. Donc ça, je voulais un petit peu appuyer sur ce travail de planification qui, pour nous, a été vraiment très, très bon et qui permet aujourd'hui aux cantines. Donc, nous, on travaille avec plusieurs cantines, l'hôpital, une cuisine de 5000 repas, une cuisine centrale, et aussi grâce à des nouveaux commanditaires, dont un hôpital, un nouveau marché public qui sont venus, parce que ce qui est dur aujourd'hui aussi, c'est de trouver des cantines qui jouent le jeu, qui peuvent aussi, ça on le sait, de travailler sur du local et du bio-local, ce qui nous permet derrière d'installer des personnes. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Et enfin, en effet, l'importance de travailler avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, nous, on a dans la légumerie la communauté d'agglomération du Pays Basque qui a rejoint, qui est vraiment porteuse du projet. J'ai l'impression qu'on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs locaux, qui permet d'avoir un futur projet de conserverie, surgélation. Et c'est vraiment ce rôle des acteurs ensemble qui permet ce projet-là. Voilà, quelques petits éclairages. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir sur le rôle des PAT ou pour organiser la production, la planification, la logistique? Ou est-ce que d'autres personnes avaient des questions auxquelles on n'a pas répondu, plus d'éclairage, quelque chose que vous n'avez pas compris? N'hésitez pas, on a encore 5 minutes. Oui, il y avait une question dans le chat tout à l'heure, notamment, avez-vous les tonnages travaillés dans les légumeries qui sont corrélés au nombre de clients, chiffre d'affaires ou nombre de repas? Alors, sur les fiches d'identité, il y a le tonnage produit par chaque légumerie, mais j'ai pas forcément le chiffre d'affaires ou bien le nombre de clients en face. Je ne peux pas faire cette corrélation, mais
Ok, merci. Et ensuite, il y avait une autre question. Disposez-vous d'un inventaire des plages disponibles, des lignes de production et circuits logistiques, par territoire pour étudier les possibilités d'optimisation territoire par territoire? Alors, je sais si c'est plus destiné, mais non, on n'a pas. On n'a pas ça. Est-ce que je pense pas que la région ait ça non plus? Ce serait bien, effectivement. Mais c'est pas une donnée, je pense, qui est disponible aujourd'hui. Je pense qu'on a pris toutes les questions dans le chat. Non. Ah, pardon. Ah oui, Mathieu Morin. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. J'avais une question plus liée à la fidélisation de la clientèle, entre guillemets. J'avais fait un stage un peu similaire l'année dernière là-dessus, donc c'était en Occitanie. Et un des constats qui revenait souvent, c'était le problème de fidéliser la clientèle, surtout en restauration collective. Et il y avait, sur les structures que j'ai vues, ils embauchaient souvent une personne, que ce soit à plein temps ou temps partiel, pour relancer les. Donc c'était vraiment un sujet, c'était un enjeu hyper important. Si vous avez eu un peu des retours là-dessus. Alors, avec les légumes avec qui j'ai pu échanger, il n'y a pas forcément cette personne qui est employée. Généralement, c'est plutôt la direction ou voilà une personne plutôt qui est dans les prises de décision qui qui fait ce travail de fidéliser la clientèle ou bien en tout cas faire découvrir leur activité à d'autres. Je pense tout de même à l'entreprise de Clémence et Antonin qui quand ils vont démarrer leur activité légumerie 4e gamme, donc vont recruter donc forcément du personnel supplémentaire pour toute cette ligne, mais aussi un responsable légumerie qui aura finalement ce rôle de travailler avec les clients pour voilà, relancer pas les contrats, mais les échanges, etc. aux consultants. Je ne sais pas si des porteurs de projets légumiers ou des légumiers veulent réagir aussi à ça. Je crois que c'est bon. Mais en tout cas, ça n'a pas forcément été abordé au premier abord, mais en tout cas, il n'y a pas une personne dédiée spécialement à ça. Généralement, c'est une personne qui a aussi d'autres tâches. Merci bien. Sur Légumes Pro, c'est un lourd travail en effet que d'aller chercher soit des nouveaux marchés, soit des nouveaux. Et il est partagé, nous, entre les co-directeurs, le gérant bénévole de la SIC et moi-même sur le PAT. Et aussi, voilà, du coup, mais c'est vrai que c'est un poste, presque un demi-poste, que d'avoir ce lien client et d'aller chercher des nouveaux marchés, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions? On voit des micros ouverts, mais je ne sais pas si c'était pour prendre la parole ou... A priori. Monsieur Omer, je crois que vous voulez réagir. Oui, juste une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit par rapport à la fidélité. J'en profite pour rebondir sur un point qui me paraît très important, parce que la fidélité, souvent sur la légumerie, elle est liée à des approvisionnements de marché public. Et le marché public, il est défini et dans le temps et dans sa durée. Par contre, il ne faudrait pas que des projets essentiellement publics sur les territoires qui se veulent venir promouvoir l'agriculture locale, le circuit court, la 4e gamme locale, se retrouvent à s'auto-piéger par rapport à l'appel d'offres que pourra avoir lieu sur ces territoires par ses propres cuisines centrales. Si je prends un exemple concret, la ville de Poitiers, qui a des cuisines centrales, doit faire un appel d'offres pour l'approvisionnement de ses propres cuisines, mais elle n'a pas la garantie et la certitude demain, dans le cadre de la réglementation des marchés publics, que ce sera bien sa propre légumerie qui produit des légumes locaux qui remporterait ce marché. Et là, c'est sincèrement se tirer une balle dans le pied. Donc, je pense que les élus, dans la constitution de l'appel d'offres public, doivent être très, très, très vigilants sur les critères de choix du prestataire pour que, indirectement, on ne va pas se voiler la face,
ça aiguille indirectement la réponse vers la structure qui a été montée localement pour faire travailler le local. Parce que imaginez qu'une société belge en Europe réponde à l'appel d'offres avec des coûts massacrants et que le premier critère de choix soit le prix, eh ben, la légumerie qui sera à côté ne va même pas produire des légumes pour sa propre cuisine centrale. Donc, vigilance quand même sur ce point, surtout sur les cuisines, sur les légumeries dites publiques à vocation à répondre à des marchés publics. Merci pour cette précision. Est-ce que d'autres personnes souhaitaient prendre la parole ou réagir à ce qui vient d'être dit? Je vais pas de main levée. Ah, si. Allez-y, Benoît Monadier. Oui, enfin, c'est toujours Joël, pas Benoît. Non, moi j'aurais aimé avoir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les gens sont d'accord pour que les différentes légumeries, on puisse avoir les adresses et les épaules? Moi, j'aimerais bien échanger avec d'autres légumeries. Il y a plein de gens qui sont venus visiter la légumerie, qui en ont créé d'autres. Moi, j'ai pas eu beaucoup de retours, malheureusement, mais parce qu'on existe depuis quand même un certain nombre d'années, donc il y en a beaucoup qui sont venus chez nous. Moi, j'aimerais pouvoir échanger avec quelques légumeries sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, est-ce qu'on peut avoir un réseau d'adresses de gens qui ont créé leurs légumes aujourd'hui et puis s'envoyer des messages, ceux qui le souhaitent, pour peut-être faire un consortium là, de légumeries Nouvelle-Aquitaine, pourquoi pas, échanger un peu sur les bonnes pratiques de chacun. C'est une demande comme ça maintenant. Moi, je suis en tout cas partant. Ok. Oui, pour répondre à cette question, tout à fait, les contacts des légumeries qui ont été identifiés par Louise vont être transmis. Donc voilà, j'espère que ça pourrait effectivement lancer des échanges, comme vous le dites. Si personne ne veut rajouter quelque chose ou poser encore une question, n'hésitez pas. Moi, je vais annoncer que le webinaire touche à sa fin. Je voudrais remercier encore une fois Louise Carré pour son travail de grande qualité. Je vois Stéphane Omer qui applaudit et certaines personnes qui ont vraiment souligné effectivement le travail de qualité que tu as réalisé, Louise. Donc, merci au nom de PQNA et de la région et de l'État. Merci à la région et l'État d'avoir commandé cette étude à PQNA et d'avoir été présent aujourd'hui. Pardon, c'est de la batterie. Comment? Non, parce que... Ouais, c'est bon. Bref, merci à l'État et la région d'avoir été présents. Merci à toutes les participants et aux participants. Simplement pour vous dire que donc, ce webinaire est enregistré. Les livrables de Louise seront rendus mis à disposition prochainement. Donc, la carte, les fiches sur les légumeries, la synthèse et le support de présentation. Et pour vous annoncer que le travail sur les légumeries ne s'arrête pas là, comme l'a dit Emmanuel Barraud tout à l'heure, nous prévoyons de faire 2 visites sur site, nord-sud, dans des légumeries en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce sera l'occasion de se rendre compte de ce que c'est que vraiment le travail d'une légumerie, de visiter une légumerie, et ce sera ouvert aux élus, aux agents des collectivités et aux porteurs de projets de légumerie. Encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre participation et à très bientôt avec PQNA. Merci.